Bonjour à tous, aujourd'hui, même si nous sommes dans le froid, sous nos gros manteaux sur le marché de Noël de Châtellerault, nous allons parler bien-être et écologie, médecine alternative et bien entendu fête, mais fête plus écolo bien sûr. Vous êtes sur Aux Ondes FM et nous enregistrons maintenant Aux Ondes de l'écologie. Oui, parce que l'hiver, on a tous besoin de réconfort. Voyons comment on peut en avoir tout en respectant davantage l'environnement. Et nous aurons Bastien et Denis à la technique, Myriam et Carole à l'animation et encore Bastien aux arrangements et au montage. Donc tout de suite le Quesaco. Cette fois on a posé 3 questions à notre panel. Comment concilier bien-être et écologie ? Connaissez-vous des techniques de bien-être ou des médecines alternatives, des manières de faire la fête compatibles avec le respect de l'environnement ? Et ils ont répondu, c'est faire son propre savon et cultiver son propre jardin. Et faire du compost. Les recettes de grand-mère et le bisou magique. On peut utiliser des plantes pour se soigner. On peut faire ses cuissons au gaz ou au feu Je me suis trompé. On peut faire ses cuissons au feu de bois plutôt qu'au gaz ou à l'électricité. Oui. Si on va voir sa famille, on peut utiliser les transports en commun comme le bus ou le train. On peut acheter des cadeaux locaux et éviter d'acheter des cadeaux qui viennent de l'étranger. Alors, moi, je pensais à tout ce qui est homéopathie. Après, en y réfléchissant un petit peu, je pense que tout ce qui est hypnose aussi, sophrologie, ou les soins avec les plantes. Après, je sais pas si ça a un nom, phytothérapie, je sais pas. L'ostéopathie aussi, parce qu'on n'a pas recours forcément à des médicaments, c'est des manipulations. On y reviendra tout à l'heure. Alors, pour ma part, je vais parler des fêtes écolo et des bien-être. Pour les fêtes de Noël 2021, Greenly, spécialiste du bilan carbone aux entreprises, évalue l'empreinte carbone moyenne d'un foyer à 396 kg de CO2, soit presque 2% des émissions totales annuelles. À titre de comparaison, c'est 14 fois plus émissif qu'une soirée classique. L'étude révèle sans surprise que la principale émission concerne les cadeaux, 58,9%, suivi du repas, 23,5%, des déplacements, 11,9%, et les décorations, sapin compris, à 5,7%. Alors aujourd'hui, nous allons vous aider à réduire votre impact en vous proposant quelques astuces simples à mettre en place. Concernant les cadeaux, d'après le site de Natura Science, la consommation d'un foyer au moment des fêtes, donc par extension celle des déchets et des emballages légers, augmente d'au moins 20%. Pour arrêter de remplir vos poubelles de plastique, privilégiez des objets emballés dans des contenants en carton recyclé. Mais pour aller plus loin dans la démarche, tournez-vous vers le marché de l'occasion. Souvent, vous achèterez l'objet d'une part sans emballage superflu et d'autre part, vous l'achèterez moins cher que le neuf. Bien sûr, pas question de faire venir l'objet de l'autre bout de la France. Regardez ce que vous trouverez dans le département. Vous avez les magasins de seconde main, les recycleries, les associations solidaires, mais également les sites de vente en ligne, regorgent d'objets en très bon état, tout à fait valables pour mettre au pied du sapin. D'une pierre deux coups, vous faites du bien à la planète et à votre porte-monnaie. Pensez également achat immatériel plutôt que matériel, une place pour une sortie, cinéma, théâtre, spectacle en tout genre, concert, une séance de manucure, de massage, de relaxation, etc., etc. Et une fois achetés, comment les emballer ? Oubliez tous ces rouleaux de papier que vous entassez dans vos placards, les rouleaux de scotch que vous gaspillez sans compter le temps et l'énergie que vous mettez à emballer les précieux présents. Qui n'a pas pesté au moment des fêtes pour essayer d'emballer les objets aux formes parfois improbables ? J'ai 2 solutions. La première, pensez au papier journal, certes souvent pas très coloré, mais qui remplit sa fonction pleinement, sachant que la durée d'utilité d'un emballage cadeau est relativement courte. La deuxième solution, qui a ma préférence, l'emballage tissu. Avis aux couturières, même débutantes. Un joli coupon de tissu au motif de Noël. Vous pouvez même recycler d'anciens t-shirts ou chutes de tissu pour faire un patchwork. Quelques coutures de chaque côté et voilà un joli sac pour glisser vos présents dedans. Plusieurs avantages, outre le premier achat du tissu et du fil, si vous n'en aviez pas d'avance, c'est économique car vous n'aurez plus besoin d'acheter ces fameux rouleaux qui finalement coûtent super cher. Ils seront réutilisables pendant plusieurs années et vous feront gagner un temps incroyable, 5 secondes top chrono pour le glisser dedans. Dans tous les cas, évitez cette situation. Ah, c'est pour moi ? Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Il fallait pas, vraiment. Ah non, voilà. Oh, écoutez,
J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout. Oh non, écoutez, Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh. Alors, vous n'ouvrez pas? Si, bien sûr, mais écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh. Oh. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi. Vous aurez reconnu l'extrait du film Le Père Noël est une ordure, sorti en 1982, où Anémone et Thierry Lhermitte s'échangent des cadeaux légèrement embarrassants. Je vais vous parler maintenant du repas de Noël, où je vous invite à penser local. Oubliez le saumon de Norvège, le caviar ou le foie gras si vous ne voulez pas exploser votre compteur de CO2 ou si vous pensez au bien-être animal. Privilégiez les élevages de truites par exemple, c'est aussi bon et aussi fin et moins cher. Nous avons la chance d'ici d'en avoir un pas loin, celles de Chauvigny sont excellentes, foncez. Même le caviar a lui aussi sa version végé. Son nom, le caviar végétal, tout simplement. Alors comment le réaliser? Dans un bol, mélangez du jus de carotte, de l'eau, du paprika fumé, un peu d'algues, du sel et de l'agar-agar, c'est une algue qui sert de gélifiant. Dans un grand verre d'huile, versez des petites gouttes de cette préparation délicatement. Grâce à l'agar-agar, les gouttelettes vont venir se figer une fois dans l'huile. Le caviar végétal est prêt. Quant au foie gras, tournez-vous vers ce qu'on appelle le faux gras dans le commerce, avec une texture et un goût plus vrai que nature. Vous pouvez même le réaliser vous-même en peu de temps. J'ai vu sur cuisineaz.com, vous trouverez la recette qui se compose de pois chiches, de champignons, d'huile de coco, d'oignons rouges et d'épices. Un succulent mélange de saveurs végétales et un rendu plus vrai que nature. Et sur la table de Noël, bien sûr, évitez vaisselle jetable et serviettes en papier. Privilégiez la céramique et le tissu, bien évidemment. Pour les déplacements, comme nous l'avons déjà évoqué dans des émissions précédentes, évitez la voiture pour de courtes distances, pensez transport en commun ou covoiturage, voire même le vélo ou la marche. Enfin, les décorations et le sapin. Laissez la nature tranquille, s'il vous plaît. Faites l'impasse sur le vrai sapin, ou pire encore sur le sapin artificiel qui sera encore moins écologique que le premier. Je vous propose aujourd'hui de vous tourner vers de nouvelles alternatives. Pleine d'idées fourmillent sur le net. Sur le site de RTL, Pierre Nesman, paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, rédacteur en chef de l'émission Mission Végétale diffusée sur M6, nous donne quelques idées. Tout d'abord, pensez sapin en bois, réalisé à partir de matériaux que l'on va récupérer. Des planches, des morceaux de palette, des branches d'arbres, des éléments qu'on va trouver dans la nature. Il faut simplement que la forme soit conique, large à sa base et pointue au sommet. Vous pouvez également créer votre sapin en métal à partir de fils de fer un peu rigides pour dessiner la forme du sapin, qu'on va pouvoir emballer avec du raffia, pourquoi pas des branches de plantes grimpantes ou mettre des objets légers en paille, ou des petites baies, des petites pommes de pin, des inflorescences sèches. Résultat, un sapin de Noël très aérien, un petit peu comme un mobile que l'on peut suspendre dans une pièce ou éventuellement installer contre un mur. Il est d'ailleurs tout à fait possible de réaliser un sapin suspendu comme un mobile. On va choisir des boules de différentes tailles. On peut choisir aussi des pommes de pin qu'on va colorer ou pourquoi pas des petites capsules de la fameuse marque de café. Et on va les suspendre à des fils de pêche invisibles à différentes hauteurs sur un support. Et ce support, on va l'accrocher au plafond. D'autres familles ont récupéré un grand drap avec un sapin imprimé dessus. Ou vous pouvez même le peindre vous-même sur un grand tissu blanc et l'accrocher à votre mur. Vous pourrez alors le décorer en accrochant quelques guirlandes et boules pour y donner un peu de relief. Bien sûr, vous l'aurez compris, les décorations peuvent être, elles aussi, faites maison. Un bon moyen de faire une activité DIY avec toute la famille. On sort les crayons de couleur, les morceaux de tissu et les papiers colorés. On tente la fabrication d'une couronne de l'Avent à base d'un vieux cintre ou de feuilles de sapin. Le tuto est sur internet. Les guirlandes de pommes de pin, les bougies maison, la boule de Noël en pâte à sel. Bref, on récupère tous les matériaux qu'on a à disposition chez soi pour créer sa déco de Noël écologique et familiale. Pour ce qui est des décorations lumineuses, la meilleure solution est de les limiter ou mieux encore de s'en passer. Mais si vous y tenez vraiment, et ça se comprend, préférez des guirlandes à ampoule à LED ou solaire, elles consomment moins. Privilégiez aussi la qualité à la quantité. Mieux vaut acheter une guirlande plus chère, de bonne qualité, qui vous durera longtemps, plutôt qu'une chaque année. Et oui, même les petits gestes sont importants. Pour résumer, pour penser écologique, il faut garder en tête les 5 R du zéro déchet. Refusez
Par exemple, les poches dans les magasins si possible. Réduire les cartons emballages superflus. Réutiliser des objets que vous avez pour faire une jolie déco. Réparer ou recycler les guirlandes qui ne fonctionnent plus. Et si elles ne sont pas repérables, donner à la terre les restes de repas de Noël et votre sapin si vous êtes un inconditionnel du sapin traditionnel. Et n'oubliez pas, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Ça, c'est bien vrai, ça. On se retrouve après une pause musicale avec la chanson C'est bientôt Noël de Queen Bee et Carla, sortie en 2020, qui souhaite partager l'esprit de Noël, dont des grelots en fond sonore. Laissez-vous emporter par la magie de la saison et de la chanson. Décembre vient de commencer, le compte à rebours est lancé. Maintenant plus que 24 jours avant la veille de Noël. C'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël. Là où le visage des enfants s'émerveille, c'est bientôt Noël. Les rues, les magasins sont remplis de déco. Et ça fait du bien car la nuit tombe tôt. On érige le sapin le dimanche à huis clos. On ne manque de rien, t'en rêves aussitôt. La nature a revêtu son manteau de blanc. Noël reste le plus beau jeu pour les enfants. Tout le monde est heureux le temps d'un instant. C'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël. Là où les visages des enfants s'émerveillent. C'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël. Là où la famille se réunit la veille. C'est bientôt Noël. Non, 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 Noël. Non, 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 Noël. Non, 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 Noël. C'est le moment où toute la famille se réunit. On laisse de côté nos différends, nos soucis. Si seulement toute l'année pouvait être empreinte cette magie. C'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël. Là où le visage des enfants s'émerveille. C'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël. Là où la famille se réunit la veille. C'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël. Là où le visage des enfants s'émerveille. C'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël. Là où la famille se réunit la veille. C'est bientôt Noël. Alors, on l'a vu avec Myriam, on peut consommer moins et respecter davantage l'environnement, tout en faisant la fête. Et c'est important car notre santé et notre bien-être dépendent de notre environnement, comme l'explique d'ailleurs l'Agence européenne pour l'environnement, dans un article datant de 2015. Pour cela, il est clair que diminuer notre consommation de ressources abaissera la pression sur les écosystèmes dont nous avons besoin pour manger, boire, nous loger, entre autres. Par ailleurs, nos modes de consommation affectent notre santé, nous exposant aux particules fines et aux nuisances sonores notamment. C'est que, selon Femmes Actuelles en 2019, 80% des êtres humains vivent en zone urbaine et nombre d'entre eux souffrent du syndrome du manque de nature. A l'inverse, la nature nous fait du bien, comme l'ont mis en évidence des scientifiques asiatiques. Marcher en forêt réduit l'hypertension, prévient les troubles cardiovasculaires et améliore les fonctions immunitaires. Et même, le seul fait de regarder une image de paysage naturel ou d'écouter des sons de la nature peut avoir ses effets bénéfiques. Alors le bien-être peut donc passer par le jardinage et ses multiples activités pour assurer notre forme physique et psychique. Pour les chercheurs américains E.W. Bannister et S.R. Brown, nul besoin d'aller faire du ski pendant 1 heure. Sortez plutôt pour tondre votre pelouse ou bêcher. Bon alors c'est vrai, quand arrive l'hiver, comme en ce moment, une balade passée à observer les oiseaux dans le ciel peut suffire et plus indiquée pour diminuer notre stress. Respirer, se connecter au vivant,
peut agir comme de la méditation. D'ailleurs, des tas de blogueurs comme Stéphanie, dans son blog ecoloquest.net, pensent qu'écologie rime avec bien-être. Elle est sortie du triangle de l'inaction et elle nous liste quelques exemples montrant cela et donne des exemples d'action. Sympa. Je m'interroge sur le terme de triangle de l'inaction que tu as évoqué, Carole. Qu'est-ce que c'est ? Alors j'ai découvert ce terme il y a quelques jours pendant que je regardais des vidéos pour continuer à me former sur la fresque du climat. Et c'est ce que l'on appelle se renvoyer la balle. J'ai souvent entendu des réactions qui confirment que cela existe. En fait, comme expliqué sur le site Elialis de Catherine Lalin, qui est une fresqueuse donc qui pratique la fresque du climat et qui est novelliste, ces nouvelles sont gratuites et en lien avec le climat. C'est comme s'il y avait 3 camps en présence, les politiques, les entreprises et les individus. Et chaque camp rejette la faute sur les 2 autres, ce qui fait que personne n'agit. Donc l'allergie développée par un de ses enfants l'a poussée à s'informer, à encourager les autres à passer à l'action. Elle propose entre autres des informations sur le climat, des recettes beauté ou ménage et des idées cadeaux zéro déchet. Bref, de quoi faire face à l'éco-anxiété. Je viens de découvrir ce site, je suis assez étonnée de tout ce qui est gratuit, de la précision des infos. Et qu'est-ce que l'éco-anxiété ? Eh bien, quand on prend conscience des enjeux climatiques, au travers d'émissions comme la nôtre, en faisant une fresque du climat, ou encore une fresque « Inventons nos vies bas carbone », par exemple, cette conscience ou prise de conscience peut provoquer de l'anxiété. Et c'est normal, car la situation est plus que sérieuse, elle est même urgente. Heureusement, l'action fait du bien. Agir individuellement permet non seulement d'être plus en accord avec sa conscience, sans être dépendant de qui que ce soit, mais aussi de diminuer l'angoisse. L'action en faveur de l'environnement peut donc contribuer au bien-être. C'est cela même, Myriam. Et je vous donne un autre blog, celui de vedura.fr, qui propose une foule d'éco-gestes santé et bien-être. Mais que faire quand on ne se sent pas vraiment bien et qu'on arrive à dépasser ses soucis, on n'arrive pas à les dépasser, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient autres que physiques ? Nous avons eu des pistes dans le Quesaco, il me semble. On peut se tourner vers les médecines douces, en complément de la médecine conventionnelle, ou après avoir consulté son médecin généraliste ou spécialiste. C'est vrai, ou avant éventuellement, mais bon, en tout cas, il faut avoir consulté un médecin généraliste ou spécialiste. Alors, il faut souligner qu'il existe un cadre réglementaire, comme le précise le site économie.gouv.fr. Même si, selon une enquête menée en 2018, celui-ci est très souvent méconnu des praticiens de ces techniques, telles que l'acupuncture, pour n'en citer qu'une seule pour l'instant, les principaux manquements sont un défaut d'information ou des pratiques commerciales déloyales ou trompeuses. En tant qu'usager, il faut donc s'assurer de l'affichage des prix et du sérieux de la formation du praticien. Le site Solidarité Santé du gouvernement français précise d'ailleurs que le terme de médecine n'est pas reconnu pour des pratiques de soins non conventionnels ou PSNC, dans les cas où la pratique en question peut avoir des effets nocifs sur la santé ou qu'elle n'a pas fait la preuve de son efficacité. Donc, quelles sont ces pratiques alternatives ou PSNC ? Encore appelées pour certaines MNC, c'est-à-dire médecine non conventionnelle. Ostéopathie, chiropraxie, hypnose, mésothérapie, auriculothérapie, acupuncture en font partie. Toutefois, il y a des distinctions, car certaines professions sont reconnues comme étant paramédicales et des actes faisant appel à des infirmiers ou des kinésithérapeutes peuvent être prescrits par un médecin, de même que des spécialités d'homéopathie. Alors les pharmaciens, eux, peuvent seulement conseiller. Et les psychothérapeutes, de leur côté, ont une formation spécifique. Quant à l'ostéopathie et la chiropraxie, sont aussi réglementées et de nombreux médecins ou kinés les pratiquent. Pour l'acupuncture, en France, il faut être médecin ou sage-femme et avoir un diplôme universitaire pour la pratiquer. Donc beaucoup de ces spécialités nécessitent un diplôme. Toutefois, dans un article de 2017, Le Figaro expliquait que la réglementation n'est pas toujours claire et favorise les litiges. Un de ces exemples de ce manque de clarté, selon cet article, était que l'hypnose, pourtant considérée comme un acte médical, n'exigeait aucun diplôme. C'est surprenant. Par ailleurs, si le régime général ne rembourse pas toutes les PSNC, donc les pratiques de soins non conventionnels, certaines mutuelles le font. Il faut se renseigner au cas par cas. Sauf erreur de notre part, les autres pratiques ne sont pas reconnues de la même façon, voire pas du tout, par la médecine légale et l'État, alors que même s'ils sont comme les mésothérapeutes ou les sophrologues dotés de syndicats, d'associations, de diplômes, et remboursés sous certaines conditions par des mutuelles. Néanmoins, les choses changent et ce que l'on n'appelait pas de la médecine en est devenu. Prenons par exemple l'exemple, deux fois exemple. La psychologie, la psychanalyse ont émergé, avec Freud notamment, alors que disparaissaient des traitements peu éthiques à l'efficacité plus que discutable. En Allemagne, l'ozonothérapie était remboursée par la sécurité sociale dès 2017, alors qu'en France, non.
Pourtant, on voit des sites aujourd'hui qui fleurissent et qui la qualifient de thérapie innovante. Ainsi, l'offre est large et beaucoup d'entre nous ont pu expérimenter d'autres pratiques que la médecine conventionnelle. Et ces médecines sont dites alternatives et ont souvent une approche plus holistique de la personne. On souhaite parfois le faire, même si on n'a pas pu l'expérimenter. Et c'est peut-être parce que beaucoup de ces médecines alternatives sont plus compatibles avec l'écologie. Elles nécessitent souvent peu de matériel et elles encouragent parfois la préservation des écosystèmes. C'est le cas de la phytothérapie, de la gémothérapie, qui utilise les bourgeons, ou plus original, de la sylvothérapie. Alors les Japonais la pratiquent depuis des décennies, arguant du fait que le bain de forêt, ou Shirin-yoku, je ne le dis sans doute pas très bien, aurait des vertus insoupçonnées au niveau physique comme au niveau psychique, réduisant notre stress et nous aidant à retrouver la sérénité. Donc au-delà des doutes ou des possibles allergies aux arbres, chacun appréciera selon ses propres affinités et enlacera qui son chêne préféré ou sa dulcinée, son cher et tendre. Alors, que peut-on en conclure, Carole ? Il faut bien sûr être prudent, s'informer, se faire conseiller et bien choisir son praticien ou ses produits. Par exemple, la phytothérapie, l'aromathérapie, plébiscitée par de nombreux sites comme écologie-blog, peuvent inciter à une automédication, qui peut être dangereuse au regard de la médecine conventionnelle, qu'on appelle, elle, allopathie. Il est vrai que beaucoup de médicaments viennent des plantes, donc les dosages doivent être appropriés. Même si l'on souhaite se soigner grâce aux aliments, comme le préconisait Hippocrate, donc du fameux serment des médecins, dans l'Antiquité, en disant que ton aliment soit ton premier médicament, il convient de choisir des produits sains, non contaminés par des métaux lourds ou des pesticides. Bref, réfléchir. Au moins ces pratiques, on se mérite, nous faire réfléchir à la vie, au vivant. Et à mon avis, avoir une approche holistique, plus globale, est le contraire d'une approche réductrice. Pour l'être humain, par exemple, selon le site psychologie.com, ce qui est holistique, du grec holos, qui veut dire le tout, eh bien, cela tient compte des dimensions physiques, mentales, émotionnelles, familiales, sociales, culturelles et spirituelles. Merci. Encore une fois, nous sollicitons la participation de nos auditeurs. Si vous connaissez une personne experte sur des sujets liés à l'environnement, et notamment les futurs sujets de l'émission, tels que la RSE ou l'économie circulaire ou les enjeux de l'eau, ou que vous avez envie tout simplement de nous communiquer une information importante sur ces thématiques ou sur d'autres que vous aimeriez voir traitées. N'hésitez pas à vous exprimer sur notre site ozonde.fr ou sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook. Nous attendons bien sûr vos retours. Et voici le moment de l'interview. Là où nous travaillons, nous avons tous des collègues qui ont une approche sophrologique, pourrait-on dire, en utilisant la respiration ou la relaxation pour mieux se concentrer, se détendre, ou tirer tous les bienfaits d'une séance sportive, de théâtre ou autre, ou lutter contre des pensées négatives inspirées par des paroles blessantes ou du stress. Il y a aussi les accidents de la vie qui peuvent nous inciter à nous faire aider par des personnes telles que des sophrologues. Justement, aujourd'hui, nous accueillons Ingrid Radé, qui est sophrologue et somatothérapeute à Châtellerault. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un peu, Ingrid, qu'est-ce que la sophrologie ? Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer cette discipline ? Donc, la sophrologie, si on prend un petit peu l'étymologie du mot, donc le mot sophrologie vient du grec sos, phrène, logos. Donc sos qui signifie harmonie, phrène qui signifie conscience et logos étude. Donc la sophrologie est la science de l'esprit harmonieux. Elle a été conçue par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo, né en 1932 en Colombie. Cette méthode thérapeutique est inspirée des techniques occidentales et de pratiques orientales. Elle est aussi inspirée de l'hypnose, de l'autosuggestion, de la psychologie, la psychanalyse, aussi du yoga, du bouddhisme, du zen. Elle est également utilisée comme technique de développement personnel. La sophrologie, on peut dire que c'est une méthode psychocorporelle qui permet de retrouver un bien-être au quotidien et de développer son potentiel. Moi, aider les gens, c'est quelque chose de naturel. J'étais aide-soignante avant d'être sophrologue. J'ai quitté ce travail car je jugeais que les personnes n'étaient pas assez prises en charge dans leur globalité. Les difficultés aussi de ce travail ont fait que j'ai cherché une autre voie tout en restant dans ce domaine de soins qui est ma voie.
Et en fait, j'ai pratiqué 1 an de yoga et la relaxation qui terminait en fait le yoga m'a vraiment fait du bien et j'ai donc cherché une méthode pour pouvoir aussi faire du bien aux autres. Et en cherchant, j'ai trouvé la sophrologie et c'est tout à fait ce que je voulais faire. Et donc j'ai fait ma formation pour être sophrologue. D'accord. Ah ben écoutez, et alors bon, évidemment, c'est pas forcément toujours facile de trouver le lien, mais selon vous, en quoi est-ce que ce bien-être procuré par la sophrologie et les autres techniques que vous utilisez, parce que on voit sur votre site internet qui est très riche, très fourni, très précis, vous utilisez aussi d'autres techniques, et donc en quoi est-ce que tout cela peut être respectueux de l'environnement ? Eh bien déjà, ces méthodes sont des méthodes dites naturelles. Sans aucun produit chimique particulier, ce qui me tenait à cœur car je suis moi-même sensible à l'écologie, au respect de l'environnement. D'ailleurs, les personnes qui viennent me voir au cabinet préfèrent ces méthodes naturelles et se détendre de manière naturelle à la prise de médicaments. Oui, je comprends tout à fait. Qu'est-ce que vous faites au quotidien, vous, personnellement, pas forcément en tant que sophrologue ? Eh bien, moi, je fais déjà attention par rapport à l'électricité, à ne pas laisser la lumière allumée. Le chauffage, bon, je ne vais pas non plus éteindre le chauffage parce qu'on a besoin d'être chauffé, mais je fais attention à ne pas chauffer trop fort. Des petites choses, j'utilise des produits, beaucoup de produits bio. Alors, justement, puisqu'on parle d'environnement et puis de bien-être, on entend à la radio souvent, et on en a parlé dans le début de l'émission, dans les autres médias aussi, que de plus en plus de personnes souffrent d'éco-anxiété. Est-ce que vous, dans vos pratiques, vous avez ce sentiment ? Oui, évidemment, un sentiment de préoccupation, d'inquiétude, d'anxiété, d'angoisse ressenti par certains individus, provoqués par des bouleversements actuels ou bien par les menaces qui pèsent sur l'environnement, liées en particulier au dérèglement climatique. On a l'anxiété liée au changement climatique, tout comme l'anxiété suscitée par une multiplicité de catastrophes environnementales. Ben oui, on en a eu cet été, hein, en effet. Hein. Oui, voilà. On a l'augmentation de l'incidence des catastrophes naturelles donc, et des phénomènes météorologiques extrêmes, la pollution de masse mondiale, la déforestation, l'élévation du niveau de la mer et le réchauffement de la planète. Donc, tout cela génère beaucoup de stress et d'angoisse. Et aussi, il faut noter que particulièrement en ce moment, la peur des coupures d'électricité génère beaucoup d'appréhension au quotidien. Oui, les gens vous en parlent ? Ah oui, beaucoup, oui. D'accord. Ouais. Et donc, effectivement, grâce à vous, eh bien, ça les aide peut-être à se détendre un petit peu. D'accord. Vous êtes initié au Reiki. Et pouvez-vous nous dire quelle différence existe entre la sophrologie et le Reiki ? Alors le Reiki est une méthode de guérison très ancienne découverte au Japon en 1850 par un prêtre japonais. En fait, elle consiste à canaliser l'énergie universelle par l'imposition des mains dans le but de rééquilibrer la circulation énergétique. Cela permet d'aider la personne aussi bien au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel et bien sûr en fonction des besoins de la personne. Donc cette méthode ouvre la conscience, elle apporte une grande détente. Contrairement à la sophrologie, cela se fait en silence, bien sûr avec une petite musique douce. Donc c'est différent dans le sens où la personne, elle se laisse aller, elle ferme les yeux, elle peut même s'endormir. Oui, donc c'est vrai que finalement, il y a quand même plein de possibilités, plein de techniques qui sont à votre disposition. Moi, je dirais que, j'ai l'impression que finalement, à travers vos diverses pratiques, bien, vous montrez qu'il y a cette approche holistique de ce qu'on appelle les médecines alternatives. Et est-ce que c'est ça qui séduit les gens ? Puis peut-être, est-ce que vous pourriez expliquer pour vous, dans votre pratique, ce que c'est cette approche holistique ? Oui, bien sûr, avec les méthodes alternatives, on va tenir compte de la personne donc dans sa globalité. En fait, lorsqu'on va chez le médecin, on va dire on a mal à tel endroit, le médecin va nous donner un médicament, mais nous, on va prendre en compte aussi bien l'aspect physique, l'aspect émotionnel, l'aspect mental. Moi, quand je reçois une personne au cabinet, je vais poser plein de questions, même qui n'ont pas de rapport avec le besoin recherché, mais justement pour avoir une approche la plus globale possible et tenir compte de tous les faits, de tout l'environnement de la personne. Et en fait, l'approche holistique, bien, c'est ça, c'est vraiment tenir compte de la personne dans sa globalité.
Écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous nous avez appris plein de choses. Et j'espère que nous nous reverrons et que vous allez avoir du succès et continuer à bien aider les gens de cette façon. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre site internet ozonde.fr et sur Spotify sous le nom de Ozon l'écologie dans les podcasts de Ozonde FM. Comme d'habitude, nous vous encourageons à lire sur les sujets évoqués. On trouve bien entendu sur internet de très bons livres neufs ou d'occasion, mais on peut aussi en emprunter dans sa médiathèque ou son CDI préféré. On vous a choisi une petite sélection. Alors pour ma partie sur les fêtes écolo, je vous propose le livre Mon Noël écolo de Julie Lossa, sorti en octobre 2019 aux éditions Hachette Pratique. Commençons à fêter Noël sans culpabiliser en préservant notre belle planète. Pour la partie de Carole sur le bien-être et les médecines alternatives, je vous invite à lire Médecine naturelle écologique, mésothérapie, acupuncture, homéopathie de Didier Mejren, Denis Laurent, Jean Perrin, paru en février 2009 aux éditions Erol. Côté agenda, je vous propose simplement de vous inscrire à un atelier d'activités manuelles, tricot, bricolage, culturel, lecture, musique ou d'initiation au numérique. Ça se passe à la médiathèque Georges Rouault le mardi 10 janvier de 14h à 15h. L'émission est terminée. Un grand merci à toute l'équipe qui la rend possible et en particulier à Bastien et Carole. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Oui, merci à toi Myriam et merci à Denis qui est là aussi. On a hâte d'aller fabriquer nos cadeaux de Noël et de faire une bonne petite recette VG. Maintenant, on se quitte en musique avec Avi Kaplan et un titre paru en 2019, 2 ans après qu'il ait quitté le célèbre groupe de chanteurs américains a cappella nommé Pentatonix. Beaucoup de personnes qui étaient fans ont été attristées par cette nouvelle de son départ, mais depuis, l'artiste-compositeur s'épanouit et loin d'être seulement une formidable voix de basse, il trouve son inspiration dans la nature, qui est presque toujours le cadre de ses vidéos de chansons. Les albums de cet artiste à la voix extraordinaire, au style un peu inclassable entre country et chamanisme, ne cessent d'enchanter les oreilles et de réconforter, comme en témoignent les réactions des internautes, à ce titre par exemple. Moi j'avais envie de vous le faire découvrir et je trouve que cette chanson est en effet assez apaisante et elle se prête à une forme de méditation qui convenait bien dans cette émission. Emerald ivy wrapped around my skin, pulls me deeper, drags me back again. Tangle me up in your vines, take my spirit, take my mind, take me over to that other side. Wash me over, show me where you run. Roll me deeper in your tide. Take my spirit, take my mind. Take me over to that other side. Silver moonlight, come
closer to your light. Take my spirit, take my mind, take me over to that other side. Ooh.